Le Brexit, contrairement à ce que certains pensent, nous voyant déjà, nous, spécialistes du droit de l'Union, comme historiens du droit, je passe les blagues très lourdes qui ont pu être faites sur ce sujet, le Brexit montre la dynamique de l'intégration qui conduit à se renouveler. Il faut, je suis plutôt optimiste de nature, l'avoir comme une chance. Alors peut-être pas pour certains Britanniques, et je le regrette pour eux, comme une chance pour les juristes de repenser l'ensemble du système, et dans un long terme, et dans un court terme, d'essayer de penser les instruments qui vont permettre de respecter la volonté du peuple britannique, parce que qu'on le regrette ou qu'on le salue, il y a une volonté d'un peuple qui s'est exprimé, même si juridiquement cette volonté ne lie pas forcément les institutions britanniques, et, en particulier le Parlement. Il y a beaucoup de discussions sur ce point en ce moment. Il y a quand même cette volonté à respecter. Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est est-on sûr qu'on est dans un Brexit et qu'on n'est finalement pas dans un Remain, c'est-à-dire dans un retournement de situation qui ferait qu'in fine, il n'y aurait pas de sortie de la zone euro. À mon sens, le moment essentiel, ce sera, au sens de l'article 50 du traité sur l'Union européenne, la notification de la décision de se retirer. Aussi longtemps que cette notification ne sera pas intervenue, effectivement, il n'y aura rien, il ne se passera rien. Une fois que cette notification sera intervenue, cela déclenchera le compte à rebours des 2 ans, qui est en réalité terrible, parce que ça signifie que s'il n'y a pas d'accord au bout de 2 ans, le Royaume-Uni finit dans la même situation que la Corée du Nord dans ses relations avec l'Union européenne, c'est-à-dire sans rien. Donc il y a un véritable risque. Donc on a ça là. Si la notification est faite qu'il y a une sortie, il faudra envisager les différentes solutions. Alors, tous les scénarios sont évoqués, la solution norvégienne, la solution suisse, la solution turque, peu importe le Groenland inversé, on trouvera une solution. Est-ce que ça aura un impact sur l'Union économique et monétaire? L'arrangement trouvé lors du Conseil européen de février 2016, lui, avait, et je pense que c'était d'ailleurs uniquement sur l'aspect gouvernance économique, avait un impact juridique concret et relativement immédiat. Cet accord étant caduc, n'ayant pas lieu d'être, on pourrait penser que la sortie du Royaume-Uni n'a pas d'impact sur l'Union économique et monétaire, parce que de toute façon le Royaume-Uni était déjà out. Il avait obtenu une dérogation des traités de Maastricht. Soit. Mais en réalité, je crois que ça montre quelque chose, et ça revient à ce que j'ai pu dire tout à l'heure, au décalage qu'il y a à la vraie lacune de l'intégration monétaire entre une zone euro et un marché intérieur des services financiers. Et dans ce marché intérieur des services financiers, une place financière qui domine, la place de Londres. Dans une économie anglaise qui est largement dominée par une économie de services, mais une économie de services financiers essentiellement. Et ici, la crise, elle était latente. Évidemment que j'ai défendu il y a déjà quelques années. La crise, en réalité, elle était entre Francfort et Londres. Pour faire simple, la BCE contre le gouvernement britannique. Pourquoi? Parce que il y a une volonté qui n'est pas toujours explicite, mais qui, à mon avis, est univoque, de la BCE de faire de la zone euro et de la place financière de Francfort, le principal centre financier mondial même, non plus seulement européen. Et de l'autre, la place financière de Londres qui continue de jouer un rôle essentiel. Et il y a eu des prises de position même publiques de la BCE, ce qui est rare, sur ce point, pour défendre la zone euro et la place financière. Et on voit qu'il y avait une vraie tension entre ce point, qui s'est même traduite juridiquement avec l'arrêt du tribunal du 4 mars 2015, où le tribunal a fait droit à la demande du Royaume-Uni d'annuler un cadre, ça pouvait paraître technique, de ces questions de compensation et de règlement des transactions financières qui devaient, selon la BCE, être localisées dans la zone euro. L'enjeu, il était essentiel ici pour la place financière de Londres. Et le Brexit
en réalité, à mon sens, c'est une des manifestations de cette opposition, mais elle va conduire à une difficulté essentielle pour les Britanniques. C'est que les transactions en euros risquent fort ici de rejoindre la zone euro, et donc de réaliser le vœu de la BCE. Alors il n'y a pas de certitude. Certains vous disent, bon, on peut continuer. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de certitude. L'autre élément important du Brexit, ce n'est pas tellement l'union économique et monétaire, c'est ses développements, c'est l'union bancaire, qui est le grand sujet d'avenir, et j'invite tous les jeunes chercheurs qui cherchent des sujets, plutôt que de traiter des poncifs éculés, d'investir cette matière, qu'une fois qu'on a compris les aspects un peu techniques, est quand même essentiel et source de thématiques encore pendant des décennies. C'est l'union bancaire le problème. L'union bancaire qui était là aussi une manifestation de la zone euro, puisque les règlements de l'union bancaire qui mettent en place le mécanisme de surveillance unique ou le mécanisme de résolution unique sont pour l'instant limités à la zone euro, mais ouverts aux États participants qui le souhaiteraient, qui établiraient une coopération rapprochée avec la zone euro. Sauf que dans l'union bancaire, si les mécanismes uniques sont limités à la zone euro, les règles, elles, qui régissent l'activité bancaire, s'appliquent à l'ensemble du marché intérieur, l'ensemble des établissements bancaires qui sont établis dans un État membre de l'Union européenne, et aussi dans un État qui ne fait pas partie de la zone euro, et notamment aux banques britanniques, qui bénéficient de cet agrément, de ce passeport, qui leur permet donc d'exercer leur activité dans tout État membre. Et avec le Brexit, évidemment, ils perdraient ici le bénéfice de ce passeport. Et ça fait partie d'ores et déjà des éléments que certains au Royaume-Uni voudraient voir négocier. Pas de liberté de circulation des personnes, mais liberté de circulation des services financiers. Évidemment, la question est un peu difficile, ce qui montre bien à ceux qui pensent que le Brexit est une réponse au pseudo-néolibéralisme de l'Union, que en réalité c'est beaucoup plus subtil que cela. Donc il y a des conséquences très claires en termes de marché intérieur des services financiers, d'union bancaire, dont on ne perçoit pas encore l'ampleur, et qui seront un élément essentiel de la négociation de l'accord de retrait lorsqu'il viendra. Je pense que c'est un élément essentiel. Et pour revenir d'ailleurs sur le Fiscal Compact, le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, n'oublions pas que si on est passé par un traité international, que certains voient comme une manifestation de la méthode intergouvernementale, mais bon, c'est autre chose, c'est parce que les Britanniques se sont opposés. Et pourquoi les Britanniques se sont opposés à ce qu'on adopte en la matière des règles communautaires, ce que l'on fera par la suite pour la zone euro? Eh bien, ils se sont opposés parce qu'ils avaient essayé de négocier à l'époque déjà des statuts un peu particuliers pour la place financière de Londres. Donc, il y a ici une attention qui doit être focalisée sur cette question des marchés intérieurs, des services financiers. Un élément essentiel donc du Brexit. Et bon, l'avenir nous dira ce qu'il en sera et ce que contiendra l'accord de retrait, si tant est que, je répète, la notification a lieu.